Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur la page Facebook de Droit et Liberté DL dans le cadre du JT de ce vendredi 13h. Donc nous allons attendre que vous puissiez vous loguer afin qu'on puisse commencer les actualités. Alors n'hésitez pas aussi à partager un maximum nos vidéos, notamment du JT. Comme vous le savez, Facebook limite la portée de nos publications. Donc n'hésitez pas à les télécharger et à les diffuser dans les autres réseaux sociaux comme Odyssée, Chromebunker et autres. Donc n'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo. Alors on va commencer les actualités. Donc elles sont toujours aussi savoureuses comme les fois précédentes. Et donc on va les prendre une par une pour qu'on puisse les décortiquer ensemble. Alors, à Bruxelles, sur le pied de guerre pour la venue de Joe Biden la semaine prochaine. Donc, visiblement, les services de sécurité seront sur les dents pour protéger le président américain et les autres chefs d'État attendus jeudi et vendredi à Bruxelles, au sommet de l'OTAN et de l'Union européenne, alors que la guerre en Ukraine continue à faire rage. Donc, en substance, Joe Biden va venir à Bruxelles. Alors, rappelez-vous que le président américain avait tenu des propos assez fermes vis-à-vis de Vladimir Poutine en disant que c'était un criminel de guerre. Et maintenant, il vient à Bruxelles et apparemment, il y a un service de sécurité vraiment très renforcé, payé par les citoyens belges pour assurer la sécurité du président qui a visiblement montré ses dents vis-à-vis de la Russie. Donc finalement, il y aura une sécurité renforcée payée par le citoyen. Et je n'ose même pas imaginer qu'est-ce que ça va coûter pour les citoyens belges, tout ça. Alors, Caroline Désir, Parti socialiste, toujours en rouge, s'attend à un flux d'enfants ukrainiens dans les écoles. Comment gérer cette situation? Ah, moi aussi je suis quand même assez étonné de savoir. Visiblement, le pacte d'excellence ne va pas s'appliquer pour les Ukrainiens. Non, il n'y aura pas de fil. Donc pour les Belges, pour les Européens et autres, il faut faire la file. Non, il faut faire une file, c'est normal, je veux dire, l'égalité entre les citoyens belges, italiens, français et autres, là. Donc on doit faire une file. Même à dormir jusque la nuit, la levée du matin, il faut faire la file dehors, dans le froid, pour avoir une inscription à l'école. Par contre, pour les Ukrainiens, le pacte d'excellence ne s'applique pas. D'office dans les écoles, et bien plus encore. Visiblement, ça c'est ce qu'on appelle la démocratie à la belge. Alors, 10 000 réfugiés ukrainiens se sont inscrits en Belgique depuis le début de la guerre. Parmi eux, énormément d'enfants qui sont inscrits dans les écoles. Et donc, visiblement, il y aura deux possibilités dans le cadre de la gestion, de ces inscriptions d'enfants ukrainiens en Belgique. Donc Caroline Désir se montre vraiment très rassurante par rapport à cette situation. Elle explique qu'on a heureusement un dispositif qui existe et que l'on va mettre en place. Il y a un dispositif, apparemment, c'est le dispositif d'ASPA. Donc c'est un dispositif spécial de scolarisation des élèves primo-arrivants et assimilés. Donc il y a effectivement un système qui est mis en place pour justement organiser tout cela. Alors, Caroline Désir, Parti socialiste, explique.
Elle explique. Deux possibilités existent pour les élèves ukrainiens. Soit les élèves seront pris par petits groupes et seront insérés dans les classes. Voilà, donc même s'ils ne parlent pas français, ce n'est pas grave, on les insère dans les classes. Ou soit on fait des classes pour les Ukrainiens. Voilà. Donc, en substance, moi je m'interroge, je me pose comme question, si on met, c'est pas une question, moi je parle en termes pratiques. En termes pratiques, qu'est-ce que ça... donc, lorsqu'il fallait valoriser les enseignants, on n'a pas fait ça. Non. Le ministre de l'enseignement n'avait pas d'argent pour valoriser le personnel enseignant. Pas d'argent. Voire même encore, il y a eu des écoles qui ont dû fermer à cause du financement public en Belgique. Maintenant, ici, on dégage de l'argent. Ils ont apparemment beaucoup d'argent pour, le cas échéant, ouvrir des classes supplémentaires aux frais du citoyen belge. Pour justement, voilà, on trouve de l'argent alors qu'ils n'avaient pas d'argent. Moi, je ne sais pas comment ils arrivent à trouver de l'argent, les politiciens belges. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc moi, ce n'est pas, le problème ne se situe pas par rapport aux enfants ukrainiens ou autres. C'est pas ça. Le problème, c'est le discours politique qui me dérange. C'est ça qui me dérange. C'est le discours de dire on n'a pas d'argent et puis après ils ont de l'argent. C'est ça qui ne va pas, des politiciens belges. En situation extrême, ils trouvent de l'argent. Alors, est-ce que c'est provoqué, pas provoqué? Ça, c'est une autre question, ça, par contre. Alors, aussi, par rapport... je voulais vous soulever une question. Parce que je me la suis posée aujourd'hui vers 2 heures du matin. Je me suis posé cette question et j'aimerais bien vous la soumettre. En fait, je me suis dit ceci, c'est que pendant 2 ans, on nous a bassinés avec le Covid-19. Énormément d'entreprises belges sont tombées en faillite. Terrible. Et je vais vous dire une chose, il y a beaucoup de Wallons, beaucoup de Bruxellois et beaucoup de Flamands qui en ont, comme on dit, ras la cuillère des politiciens belges. Et je me suis dit en moi-même, vers 2 heures du matin, aujourd'hui, je me suis dit, mais comment vont-ils, le PS, le MR, le CDH et Écolo et tout ça, comment ils vont faire pour les prochaines élections alors qu'ils risquent de perdre énormément de plumes? Et mon franc, il est tombé tout seul, les amis. Tout seul, d'un coup. Vous avez compris, les amis. Ben, ce seront les Ukrainiens qui voteront pour le PS, pour le MR, CDH et Colo. Rendez-vous compte, si vous avez 70 000 Ukrainiens qui sont en Belgique, ils voteront pour le PS et pour le MR. Pour les gentils, en fait, payés par le citoyen belge. On les aura toujours dans la coupole, comme la couronne, hein, vous voyez, quand vous mettez la couronne lors de la galette des rois, vous mettez une couronne, hein, celui qui gagne. Eh ben, c'est la même chose ici. Donc, est-ce que les Ukrainiens qui viennent en Belgique auront, d'un coup de baguette magique, la possibilité de voter pour 2024 ? Mais bien sûr que oui, les amis. Ah, mais enfin, on va pas débourser autant d'argent s'il n'y a pas quelque chose en retour, quand même. Les amis. Et je vais vous dire et vous allez comprendre la suite. Les actualités arrivent. Donc, voilà, moi, je trouve que c'est un bon plan, je trouve. Je trouve que les politiciens, eux, de leur côté, ils ont
des bonnes idées, je trouve. Il faut venir d'autres personnes. C'est comme quand vous voulez changer du sang sale, on vous met du sang bien purifié et vous avez ce qu'il vous faut. Donc, s'il y a 100 000 personnes qui ne vont pas voter pour la Vivaldi, c'est pas grave, il y aura les Ukrainiens qui vont voter pour la Vivaldi. Et alors, tout se compense. Moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que les politiciens belges m'épatent franchement. Je trouve. Ils sont quand même intelligents, je trouve. Mon frère est tombé à 2 h du matin. Pas 2h01, pas 2h02, mais 2h pile. Pile poids dedans. Paf. J'étais même moi-même étonné. Je me suis dit, 2h du matin. Les cloches sonnent à ce moment-là. Alors, justement, les amis, des voix en Flandre contre l'accès aux revenus d'intégration sociale pour les réfugiés ukrainiens. La discussion en cours. Les Flamands, visiblement, ils sont sur le feu, là, sur le feu de l'action. Alors, le Premier ministre Alexander De Croo a admis mercredi, en marge d'une visite du roi, au centre d'enregistrement du Ezel, qu'il y aura des discussions au sujet de l'aide sociale accordée aux personnes fuyant la guerre en Ukraine. Alors, vous voulez du détail? Je vais vous donner du détail. En Belgique, une fois que ces personnes ont été enregistrées et qu'ils bénéficient de la protection temporaire, ils peuvent se présenter à la commune de leur choix pour recevoir une carte A. Et grâce à cette carte A, qu'est-ce qu'ils auront? Ils auront un permis de séjour jusqu'en 2023. Donc, ça veut dire que les autres n'auront rien. Les Syriens n'auront rien, les autres qui sont en séjour irrégulier, rien du tout. Pour les Ukrainiens, d'office, ils se présentent donc à la commune, ils ont une carte de séjour directe et qui donne accès directement au travail. Et également à l'aide sociale, ainsi qu'un hébergement d'office, hébergement pour les Ukrainiens. Donc ils auront l'hébergement, le travail, l'aide sociale, la sécurité sociale, le titre de séjour, bref, tout en un, hein, le complet. Par contre, le Belge qui se trouve dehors dans la rue, par contre, le Belge, quand je dis le Belge au sens large, c'est tout le monde en général qui vit en Belgique, qui tombe en faillite, il est indépendant, il tombe en faillite, il n'a rien, il est dehors, il reste dans la rue, voilà, on le laisse pourrir, sans problème. Vous êtes indépendant, vous avez fait faillite grâce aux décisions politiques top qualité, vous n'avez pas droit au chômage, vous. Non, même si vous avez cotisé pendant 10 ans, vous n'avez rien, pas un bal. Vous n'avez pas droit au chômage. Non. Et si vous avez 2-3 cents en plus, vous n'avez pas au CPS. Rien du tout. Vous trouvez ça normal, vous? Vous travaillez comme un malade en tant qu'indépendant pendant des dizaines d'années, vous perdez votre emploi à cause, non pas des décisions politiques, mais du Covid-19 qui est tombé du ciel, tout seul. Vous n'avez rien, pas un bal. Vous trouvez ça normal, vous? Par contre, ce conflit qui est tombé vraiment tout juste, vraiment, le 24 février, vraiment juste la transition entre le Covid-19 et la Russie, vraiment, alors que cette guerre existe depuis déjà plusieurs années, vraiment, pile poil dedans, là, on ouvre toutes les portes. Mais, chers amis, tout est calculé, les amis. C'est pas une question, moi je suis pas contre les Russes, je suis pas contre les Ukrainiens, moi je suis pour la paix, c'est tout. La seule chose qu'il y a, c'est que j'ai l'impression que les politiciens belges se foutent de notre gueule, en gros. C'est à peu près ça la chose.
Et comme par hasard, mais comme par hasard, le Covid-19 a disparu. Hein. Il y a des milliers et des milliers d'Ukrainiens qui viennent en Belgique. Pas de distanciation sociale. Pas important, hein. Pas important, la distanciation sociale. Pas de masque. Le Covid a disparu grâce à la guerre. Moi, je peux remercier qui alors? Les amis. Et encore, j'apprends hier que dans les administrations, dans certaines administrations, comme notamment certains CPS, j'apprends qu'alors qu'il n'y a pas d'obligation du port du masque, parce que l'obligation du port du masque a été supprimée, sauf pour le secteur hospitalier, vous avez des règles et puis vous avez des recettes artisanales dans certaines administrations. Moi, je trouve que c'est cohérent tout ça. Je trouve que les politiciens belges font beaucoup pour pour les citoyens. Vraiment. Vraiment, on devrait leur donner la médaille d'argent. Je trouve que le Belge, en général, quand je dis Belge, je dis tout le monde, ceux qui vivent en Belgique, qui se battent pour faire face à l'augmentation des prix, eux, on s'en fout. Hein. C'est pas nécessaire. Hein. Quand les personnes sont tombées en faillite, les entreprises sont tombées en faillite, on leur a dit « Oh, les pauvres, c'est malheureux. Vraiment, vraiment, ça, c'est le virus qui nous a vraiment eu. » Ça, c'est les politiciens. Certains n'ont même pas reçu d'indemnité encore. D'autres encore, les politiciens belges réclament les indemnités Corona auprès des Belges. Actuellement. Rendez compte. Certains se voient réclamer l'indemnité Corona suite aux fermetures liées aux décisions politiques prises. Et ici, on retire l'argent des Belges d'un côté, et ils sont généreux, hein, on les donne aux personnes qui viennent de l'Ukraine. Moi, je trouve que c'est ce qu'on appelle, en jargon belge, la solidarité collective. Soit un propos foireux qui nous mène à quoi? À un précipice grâce aux politiciens belges, toujours. On continue les actualités. Donc, je tiens quand même à ouvrir une petite parenthèse. Je ne suis contre personne. Je suis pour l'unité. Je suis pour l'amour. Je suis pour la solidarité. Et je suis contre les décisions politiques foireuses qu'il faut foutre à la poubelle. Voilà, comme ça vous savez un peu où je vais en venir, les amis. Alors, autre chose. Il y a visiblement, alors ça c'est un petit avertissement, il y a visiblement des personnes victimes de vol de mazout. Alors, il faut savoir que bon nombre d'entre vous font du stock de mazout chez eux. Et donc, il y a des personnes qui se font siffler donc, leur mazout alors qu'ils sont eux-mêmes à la maison. Donc, un conseil que je peux vous donner, c'est que si votre citerne à mazout est remplie, faites attention, vous risquez de voir votre citerne sifflée par des voleurs, tout simplement, qui vous sifflent votre mazout sans que vous vous en rendez compte. Donc, protégez votre citerne, essayez de mettre un dispositif justement pour qu'on ne vous pique pas le mazout chez vous à la maison. Alors, la Norvège prend des mesures pour maintenir sa production de gaz à mazout. Sa production de gaz. Pardon. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la Norvège est en train de produire plus que prévu du gaz naturel
car il faut savoir que la Norvège est le deuxième fournisseur en Europe, donc de gaz naturel. Et donc, il est en train de maintenir une production de gaz, mais plus importante encore, justement pour aider, dit-il, aider les Européens. À quel prix? Ça, on ne dit pas le prix. Le prix du gaz des Norvégiens qui va venir en Belgique et ailleurs, ça, on ne dit pas le prix. Mais les Norvégiens vont nous aider. Moi, je trouve que ils sont beaux, les Norvégiens. Alors, moi, je vais dire une chose. On parle de solidarité européenne. On parle de cela. Moi, je trouve que les Norvégiens qui produisent du gaz, deuxième fournisseur de gaz naturel en Europe, moi, je trouve que les Norvégiens qui sont en Europe, c'est un État membre de l'Union européenne, je trouve qu'ils devraient, je ne vais pas dire donner leur gaz, mais ils devraient quand même proposer un prix hors toute concurrence pour les pays de l'Union européenne, je trouve. Je trouve qu'ils devraient baisser les prix au maximum parce que c'est la solidarité européenne. Non. Ça, tenir un discours de dire que la Norvège doit réduire ses prix au maximum pour l'Europe, non. Ça, il ne faut pas. Ça, il faut vraiment augmenter le prix. C'est ça qu'il faut faire. Pour les politiciens, il faut augmenter le prix. Et donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate que d'un côté, le prix du gaz qui venait de la Russie, on l'avait à un prix correct. Et maintenant, on doit aller l'acheter en Norvège, qui va coûter beaucoup plus cher. Et c'est qui paye? C'est vous. Et alors, les politiciens vont vous dire, mais écoutez, nous, on n'en peut rien. Hein. Mais vous voyez, les méchants sont là, hein, de ce côté-là. Hein. Vous voyez les Russes. Oh, il y a eu ce petit conflit. Nous, on n'en peut rien. Hein. Nous, on veut vraiment la paix dans le monde. Hein. Bon, même si on jette un peu d'huile sur le feu, c'est pas grave. Hein. Mais on veut la paix dans le monde. On veut la démocratie. On veut la démocratie. Eh bien oui. Eh bien, donc la Norvège voit qu'il y a du blé à se faire. On produit encore plus de gaz pour nous le vendre. Et le prix, les amis. Alors, autre information. Je ne sais pas si vous connaissez Pedro Facon, les amis. Pedro Facon, nommé, vous voyez Pedro Facon, c'est celui, le commissaire Corona, que vous connaissez tous. Celui qui a mis au point, vous voyez le baromètre, celui qui va du jaune au rouge, mais il n'y a pas de vert. Vous voyez, on peut soit aller au rouge, soit aller à l'orange, soit au jaune. Il n'y a pas de vert. Il n'y a pas de vert. On ne peut jamais être au vert, là, dans ce baromètre. Eh bien, c'est Pedro Facon qui a fait ce baromètre où on ne peut pas aller au vert. C'est-à-dire, situation à la normale, c'est pas possible. Il y aura toujours une pandémie. Il y aura toujours Covid-19 et compagnie. D'ailleurs, comme vous le savez, comme je vous l'ai dit, ils sont en train de prévoir toutes les pandémies. Un traité international sur la gestion des pandémies sur du très long terme, entre 5 et 10 ans. Voilà. Sur 194 pays. Tout est beau, les amis. Tout est beau. Merci les politiciens belges et européens. Parce que la Belgique doit être... Pourquoi je dis belge aussi? Parce que la Belgique doit donner l'exemple, les amis. La Commission européenne se trouve en Belgique. Nous avons Charles Michel aussi, qui est président du Conseil européen. On doit donner l'exemple. On doit donner l'exemple, les amis. Donc il faut vraiment bien gérer les virus. Alors, on nous a dit qu'il y avait une augmentation terrible de contamination. Terrible. Quelles sont les mesures qui ont été prises par rapport aux Ukrainiens qui viennent en Belgique? Aucune. Non, mais ça, c'est pas grave, hein?
Avant, on nous aurait mis même le masque sur les yeux, parce qu'on aurait peur peut-être des postillons sur les yeux. Moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai mes lunettes. Ça me suffit contre les postillons, les amis. Vous voyez? Mais on nous a dit il fallait mettre le masque là, de là jusque là. Et si vous l'aviez là, amende, paf, vous payez. Top canon. Top. Franchement, moi je suis vraiment... comment expliquer ça? Je reprends mon souffle. Je reprends mon souffle, les amis. J'ai besoin un peu d'oxygène, parce que ça commence à sentir très mauvais. Vous savez, très mauvais dans le sens, la cohérence. Moi, je trouve que les politiciens belges sont vraiment cohérents. Vraiment une ligne conductrice tout à fait logique. Cohérent. Franchement, ils m'épatent, les politiciens. Les rouges, les bleus, les verts, les mauves, les oranges. L'arc-en-ciel, en fait, tout le monde dans le même pot. Je trouve qu'ils sont tous multicolores. C'est ça qui m'épate. Pedro Facon, nommé directeur général adjoint de l'INAMI. Les amis, c'est Pedro Facon qui va maintenant être au poste des commandes de la sécurité sociale. Les amis. Et que dit-il? Que dit-il? Moi, depuis que je fais le JT, je me sens mieux. Vous savez pourquoi? Parce que je partage avec vous. Je partage mes joies, mes humeurs, parce que je me sens mieux. Je me sens mieux. Je vous dis la vérité, je me sens mieux en partageant avec vous. Oui. Voilà, c'est mon équilibre, c'est vous. Alors, dit-il, Pedro Facon, je cite, « Je suis très heureux de pouvoir renforcer prochainement l'équipe de l'INAMI et de contribuer ainsi à la bonne gestion et au renforcement des politiques de santé. » Bonne gestion. Moi, le bonne gestion, ça m'accroche, je trouve. Tout est vrai. On a foutu des millions de masques à la poubelle, c'est une bonne gestion. On nous a demandé de faire des tests PCR à gauche, droite, devant, derrière. Tout est bon. On a plombé l'économie, tout est bon. On a tenté de nous piquer à gauche, à droite, devant, derrière. Tout est bon. On nous a même proposé du vaccin nasal, du vaccin en bouche, de tout. Je trouve que on nous a fermé les établissements, on nous a fait ceci, il y a eu des contrôleurs sociaux qui ont été un peu dans les restaurants pour vérifier si vous étiez à 1,50 m ou à 3 mètres, suivant l'orientation du vent et de la tempête. Moi, je trouve que... Et maintenant, le virus, le 24 février, claque à ce moment-là, conflit Russie-Ukraine, levée des mesures au mois de mars, barbecue maintenant. Barbecue. Mais il y a des contaminations. On nous l'a dit. Il y a des contaminations qui sont à la hausse. Donc, les contaminations à la hausse, fortement, le baromètre reste à l'orange pour permettre aux Ukrainiens de venir sans masque, sans rien, sans distanciation sociale, sans ceci, sans... Moi, je trouve que c'est cohérent, je trouve. Moi, je les admire, les politiciens belges. Ils sont cohérents. Cohérents. Alors, tellement cohérents qu'on nous annonce une pénurie et une sévère hausse des prix vont frapper les supermarchés. Voilà les amis. Donc, vous vous rendez compte qu'après, les petits commerçants qui sont fouettés par la hausse des prix, ce seront les supermarchés. Mais vous vous rendez compte que si les supermarchés achètent des tonnes de produits pour avoir un prix stable et que ces prix augmentent, ça signifie que la situation est très très grave.
Ça veut dire que les prix des petits commerçants vont grimper encore plus. Oui, oui, les amis. Donc, on nous annonce. Alors, vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il y avait une discussion, je pense que je vous l'ai dit hier ou avant-hier, il y avait une discussion entre les producteurs belges et les grandes distributions. Je vous ai dit qu'ils allaient discuter sur le maintien ou non de la hausse des prix. Eh bien voilà, vous avez un hausse sévère des prix. Donc attendez-vous, on le dit, hein, tarif jusqu'à 20% plus élevé, rayon vide, spectre de fermeture des magasins franchisés. Les magasins franchisés des grandes surfaces vont fermer, les amis. Vont fermer. Pourquoi? Parce que les franchisés peuvent fixer leur prix. Mais les gens n'iront plus si ça augmente trop. La grande distribution va subir de plein fouet les effets conjugués du Covid et de la guerre en Ukraine. On prévient. Moi, je trouve que... Donc, le Covid et la guerre en Ukraine. Je trouve que c'est lié, je trouve. Merci les politiciens belges. Merci de nous vider nos poches. Franchement, merci. Merci de nous donner plus de possibilités parce que on ne va pas, nous, particuliers, on ne va pas commencer à négocier avec la Russie et l'Ukraine. On ne va pas faire ça. On n'a pas la possibilité. Vous, politiciens, vous avez cette possibilité. Vous, politiciens. Nous, on n'a pas cette possibilité. Eh bien, grâce à vous, on aura des poches trouées et vous allez vider nos économies. Moi, je trouve que c'est gentil, je trouve. Merci. Merci les politiciens belges. Merci. Vous êtes adorables. Alors, autre chose. La hausse des taux de crédit met sous pression le pouvoir d'achat immobilier. Alors, mauvaise nouvelle pour les jeunes. Eh bien, finalement, le conflit Russie-Ukraine est grâce à la position des politiciens belges et européennes, la position européenne, eh bien, le crédit immobilier augmente. Vous voulez un prix hypothécaire? Ça augmente. Les taux d'intérêt augmentent. Et en plus, la banque a mis des critères stricts. Fini les emprunts à 100%, 110 ou 125% avec les frais de notaire. Terminé. C'est terminé, cela. C'est maintenant, on vous prête à 80%, vous devez mettre 20%, et vous devez prendre en charge les frais de notaire. Plus le fait que, dans la mesure où, de par ce conflit qui va durer, donc dont les conséquences de ce conflit vont durer sur plusieurs années, il y a des risques de perte d'emploi. Et donc, ça signifie que la banque va augmenter le taux d'intérêt vu que le risque est plus élevé, les amis. Donc, vous allez payer plus cher. Et donc, ici, la banque, il y a une des banques qui se prononce et qu'elle indique, une des banques indique ici qu'elle n'a jamais vu ça dans sa vie. Le taux d'intérêt, en un mois, a augmenté de 0,57. Donc, vous êtes passé d'1% à 1,57% en un mois. Ça, c'est vraiment grâce aux politiciens belges. Encore une fois. Donc, les jeunes, en substance, doivent avoir au moins 20% du prix d'achat de la maison, plus les frais de notaire, plus les droits d'enregistrement, sinon il ne s'est pas acheté. Et en plus, il devra payer des taux d'intérêt. Voilà. Alors, moi je ne comprends pas.
Mais le constat que j'ai, quel est le but? Certains me posent comme question, mais quel est le but? Ben, écoutez, moi je ne fais que le constat que plus on avance, plus on s'appauvrit. Ça, c'est le constat. Or, moi, on devrait poser la question aux politiciens belges et européens et français et autres et poser la question. Comment est-ce possible que on patauge dans cette économie qui s'effondre? Voilà. Et oui, alors certains disent on a laissé trop faire. Oui, on a laissé trop faire. Vous avez fait trop confiance. Et bien maintenant, vous devez être acteur. Vous devez être acteur. Vous devez contrôler ce que Parce que moi aussi, je me suis posé la question. Je vois de plus en plus de flash dans les rues, les autoroutes, partout. Je vois de plus en plus de flash partout. Mais pourquoi on ne met pas des flashs vis-à-vis des politiciens? Les politiciens n'ont pas de contrôle. Moi, je trouve qu'on devrait mettre en place un organe de contrôle des politiciens, je trouve. Voilà, une petite caméra flash lors des réunions des politiciens. Eh bien, vous ouvrirez vos yeux vraiment tout grand. Tout grand. Et vous vous rendrez compte comment ils nous représentent. C'est beau la démocratie représentative, je trouve. Un beau concept, je trouve. Bien fait, bien ficelé. Alors, l'Arabie Saoudite réaffirme son attachement à l'accord OPEP avec la Russie. Eh bien, figurez-vous, regardez un peu ce qui se passe au niveau international. L'Arabie Saoudite avait affirmé le 27 février 2022 son attachement à l'accord OPEP avec la Russie en tant que tel lors d'un entretien avec le prince héritier Mohammed Ben Salman. Et alors, c'est quoi l'OPEP? L'OPEP, c'est l'organisation des pays exportateurs de pétrole pour établir une stabilité, disons, du prix du pétrole. Et donc, l'Arabie Saoudite avait affirmé effectivement son accord et son soutien avec la relation avec les Russes. Et ça s'est passé le 27 février 2022. Qu'est-ce que j'apprends, les amis? Qu'est-ce que j'apprends? J'apprends, il y a un jour, que Boris Johnson renforce les liens ambigus entre le Royaume-Uni et l'Arabie Saoudite. Ah. Tiens donc. Le Premier ministre, Boris Johnson, comme par hasard, se rend ce mardi dans les pays du Golfe pour renouer des liens avec les pays du Golfe. Tiens, bizarre tout ça. Bizarre. Vous avez l'Arabie Saoudite qui montre son attachement avec les Russes, et puis vous avez Boris Johnson qui vient rendre visite à l'Arabie Saoudite. Et juste avant de partir, alors ici je vois, au passage, donc Boris Johnson en a profité pour finaliser l'investissement d'1 milliard de livres dans un projet censé transformer les déchets ménagers en carburant pour l'aviation. Donc, il en a profité. Bon, on lui a dit, écoute, n'oublie pas, moi je fais partie de l'Europe, Bon, attention, fais un peu attention avec la Russie, ne tâche pas trop avec les Russes. Mais écoute, au passage, j'ai investi déjà 1 milliard. T'inquiète.
Tu peux compter sur moi. Je n'ai pas une loupe, hein. J'ai pas une caméra. Mais vous trouvez pas normal? Vous trouvez normal que dans un laps de temps court, Boris Johnson va se retrouver dans les pays du Golfe? Je trouve très bizarre tout ça. Très bizarre. Alors, dernière actualité, les amis. Travailler 4/5 en conservant son salaire, eh bien, ça sera possible à la commune. Pas dans les entreprises encore, hein? Pas dans les entreprises privées, c'est dans les communes. C'est-à-dire, quand vous êtes fonctionnaire ou quand vous êtes employé d'une commune, hein, commune gérée par des politiciens, belges, toujours, eh bien, vous pouvez travailler 4/5. Hein. 4/5, vous pouvez. Les entreprises, c'est pas possible. Donc, si vous travaillez en tant que salarié dans une entreprise privée, c'est pas encore possible. Non. Mais, dans une administration publique, c'est possible. C'est possible. Et alors, ils vont dégager, la région met 4,35 millions d'euros pour financer la réduction du temps de travail. Moi, je trouve que les politiciens sont gentils. Franchement. Un fonctionnaire, moi, j'ai rien contre les fonctionnaires. Sachons, il faut être clair. Ni contre les salariés, ni contre personne. Moi, j'en ai contre la logique politique belge, qui est vraiment toute belle, je trouve. Toute belle. Les politiciens sont vraiment beaux. La Wallonie est en faillite, ça, c'est pas grave. Mais, pour le bien-être, c'est ce qu'ils disent, hein. C'est ce qu'ils disent. Moi, je crois vraiment à tous les politiciens belges. Je fais confiance, moi. Jusqu'aux oreilles. Le bout de mes oreilles, j'ai confiance en eux. Je trouve. Eh bien, ils se préoccupent maintenant des citoyens. Vous pouvez travailler 4/5, vous aurez votre salaire complet et un jour de congé pour mieux penser aux politiciens. Moi, je trouve que tout est cohérent. Tout est cohérent. Et c'est un projet pilote. Moi, je ne comprends pas comment ça se fait que en Wallonie, on est au bord de la faillite et on sort des millions et des millions, des dizaines de millions, des milliards, encore et encore, et ils trouvent de l'argent. Moi, je ne sais pas comment ils font. Moi, je les admire. J'admire comment ils font sortir de l'argent, je ne sais pas d'où. Je ne sais pas, les amis. Mais ils trouvent de l'argent, je trouve. Ça, c'est remarquable. Remarquable. Voilà, les amis. Tout simplement, ce que je vais vous dire, en substance, c'est que je suis profondément déçu de ces politiciens belges qui nous tirent notre nez jusqu'aux chiottes pour ne pas nous donner la possibilité de nous redresser, parce qu'en réalité, on ne sait pas se redresser dans cette situation. Quand vous coupez les relations économiques avec la Russie, vous coupez les relations économiques avec les partenaires russes, et donc, vous avez, j'ai vu aussi, ah oui, ça je ne l'ai pas dit, je ne sais plus où se retrouve cette actualité, mais que visiblement, les Européens ne veulent plus traiter avec la Biélorussie. Ah, pourquoi? Parce que la Biélorussie soutient les Russes. Donc, en substance, tout pays qui soutient les Russes, eh ben, dans ce cas-là, l'Europe va couper les ponts. Moi, je trouve que c'est très démocratique, tout ça. Moi, je trouve que c'est très démocratique. On ne peut plus ni dire ni penser. Donc, il suffit ça. Et donc, l'Europe a averti, hein. Biélorusse,
tu soutiens les Russes, fini, on coupe. On ferme le rideau. Donc c'est pour dire, voilà, s'il y a d'autres pays qui vont dans le sens des Russes, on coupe aussi. Fini, on ne discute plus. Eh bien, je trouve ça très démocratique. Je trouve. Je trouve que, voilà, c'est beau. Les conséquences économiques, on s'en fout. Ce qui compte, c'est les principes, à savoir la solidarité collective, même si votre pouvoir d'achat est divisé par 2, c'est pas grave. C'est la solidarité collective qui compte et les principes. Et on va y arriver, hein. On va y arriver. Votre pouvoir d'achat va diminuer fortement. Ça, c'est certain. C'est sûr et c'est certain. Moi, je vous dis, d'ici la fin de l'année, vous gagnez 1000, vous en avez 600. Moi, ça, c'est clair. Évident. Avec 1000 euros, vous allez pouvoir acheter 600. Mais comment les gens vont vivre? Mais comment les gens vont vivre? Comment les politiciens vont faire alors que maintenant, à l'heure où je vous parle, il y a près de 1 million de Belges qui n'arrivent plus à payer leurs factures de gaz, d'électricité, d'eau, de téléphone, etc., etc., et même de nourriture et compagnie. Mais si maintenant, à l'heure où je vous parle, il y en a 1 million, par exemple, mais qu'est-ce qui va se passer fin de l'année? Il y en aura 2. 2 millions, 2 millions et demi, 3 millions. Et comment vont-ils faire pour vivre? Comment les gens vont réagir? Mais les politiciens vont trouver une solution. Hein. Ils vont trouver une solution. Aïe. Les amis. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas à partager. Et on se voit de nouveau dans le JT de 13h ce lundi. Et donc, un excellent week-end. Profitez de vous, de votre famille. Profitez aussi de la vie. Parce que, bien évidemment, voilà, nos acquis en termes de droits et libertés commencent à s'effriter. Ça, il faut être clair. Commencent à s'effriter. Et profitez un maximum. Et on va, bien évidemment, continuer la résistance avec vous, ensemble, justement pour faire face à ces décisions politiques foireuses, encore une fois. Allez les amis, un beau week-end. À très bientôt. Ciao.